Derrière, on en vient à cette médiation portée par les chefs religieux du pays. Il faut dire que c'est une médiation qui n'a pas l'air d'avancer. Moi, je dirais pas du tout que. Oh là là. Oui. Comment ça, ça avance de ce côté puisque nous avons quand même. Tu as entendu, Yaraï? Oui, nous avons écouté. Oui, ça avance puisque ce qui nous a été rapporté hier par le porte-parole des religieux est quand même satisfaisant. Vous y croyez? Bien sûr, pourquoi pas. Il faut prendre les gens au mot. Et je pense que dans les prochains jours, les lignes vont bouger. Et c'est d'ailleurs ce qui encourage même les leaders des partis politiques issus des forces vives de Guinée à aller justement jusqu'au bout dans ces pourparlers. Je pense qu'il faut donner la chance au dialogue. Il faut se parler. On va trouver finalement la solution en se parlant et en se regardant en face. Et peut-être, pourquoi pas, dans les prochains jours, on va quand même assister à une décrispation, pourquoi pas, parce que nous voyons quand même que le gouvernement est en train de faire aussi des efforts pour pouvoir accéder. Mais ce qui a été rapporté, c'est ce qui a été rapporté. Oui, donc il faut s'en tenir à cela pour le moment. Mais il faut aller au-delà. Je vais vous partager. Pour le moment, je partage cette confidence d'un acteur, en tout cas qui est des forces vives. Le PM a simplement sollicité un temps supplémentaire pour lui permettre de donner satisfaction au préalable des forces vives. Il n'y a pas eu de débat réel à part cette doléance faite par le Premier ministre. Les délégués ont dit qu'ils vont faire le retour au mandat pour envoyer la réponse aux religieux par rapport au temps simplement sollicité par le... Alors, ce qui s'est passé hier, le Premier ministre est venu, il a demandé un temps supplémentaire pour continuer de regarder ces préalables. Je ne sais pas sur la foi de quoi, de Monseigneur Jacques Boston a dit que les lignes bougent et que ce qui était impossible hier devient possible. Sincèrement, voilà. Je veux tellement le croire. Je veux tellement le croire. Je veux que ça soit concret. Malgré tout cela, il n'y a pas eu de grogne. Qui ne dit rien consent pour le moment. D'hier à aujourd'hui, on suppose que ceux qui étaient là comme représentants ont eu le temps de remonter l'information. Mais jusque-là, il n'y a pas quand même eu de grogne autour de cela. Donc, on peut estimer que pour le moment, il n'y a pas de malentendu. Ils vont quand même s'accorder sur quelque chose. Je pense que ça y va dans l'intérêt même de tout le monde et de ce pays, parce que vous savez, il y a quand même beaucoup de mouvements qui se profilent à l'horizon, avec notamment les grèves signalées par-ci et par-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même que le CNRD fasse un gros effort pour justement faire en sorte d'aplanir les divergences, parce que sinon, ça va quand même tomber sur leur tête comme un coup de massue, et ça, il faut quand même l'éviter. Il faut l'éviter. On vient de sortir d'une période de pénitence, et je pense que les gens ont quand même un cœur assez calme, paisible, léger, assez léger, mais ça ne peut pas continuer à cette allure. Il faut prévoir, il faut anticiper, c'est très important pour éviter qu'il y ait des conséquences néfastes. Je suis enfin content d'entendre ce dernier pan de ton propos, parce que le Monseigneur Boston, il a promis un compte rendu de tout ce qui s'est passé hier, sauf que ce compte rendu, on ne l'a pas, et on nous fait croire pendant ce temps que les lignes ont bougé. Mamadou Ouri. Écoutez, si on écoute les religieux, c'est que ils ont de l'espoir. Et les religieux ne peuvent qu'avoir de l'espoir parce qu'ils ont été volontaristes. Ils le sont toujours, et ça, il faut d'ailleurs les encourager pour ça. Je sens cet effort extrême chez eux de sauver la situation, de sauver les meubles, de sauvegarder justement cette entente-là, ou cette pause qu'il y a eu depuis le mois de Ramadan. Je sens cette volonté chez eux. Et quand ils sortent de ces lieux de dialogue, c'est pour cela qu'ils font tout l'effort, n'est-ce pas, pour ne pas peut-être mettre à nu le désaccord continu qu'il y a au sein du cadre de dialogue, parce qu'ils ont la volonté de sauver la situation. Quand moi je regarde Monseigneur comment il s'appelle, Boston, ou le grand imam de Conakry, les journalistes les pincent, ils veulent avoir des réponses, ils veulent avoir quelque chose de concret. Et j'ai écouté les journalistes, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce qui a été dit en clair? Mais en fait, ils se sont bornés à dire il y a de l'espoir. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Et là, on sent vraiment la volonté qu'ils ne veulent pas que les choses se gâchent. Mais en réalité, au-delà de cette bonne foi de ces autorités religieuses, il y a un fait, c'est qu'il y a un blocus, c'est que ça n'avance pas. Sinon, en réalité, si les choses avaient avancé, eh bien, on nous aurait dit, voilà, on a accepté
tel préalable au nombre de tout ce que les forces vives ont donc avancé comme préalable. Et voilà les solutions qu'on a envisagées. Justement. Et donc on avance. C'est ce que je disais à Yaraï il y a quelques instants. Pour l'instant, il n'y a rien de cela. Et en ce qui concerne le Premier ministre lui-même, vous l'avez dit, il est venu brédouille, mais il reste quand même lui aussi de bonne foi, on peut dire. De bonne foi, oui, ça c'est très clair. Mais sauf qu'il n'a rien. Il n'a pas de marge. Il n'a pas de marge de manœuvre. Et s'il n'a pas de marge, certainement c'est parce qu'il est victime des extrémistes du système, des extrémistes de l'entourage de la présidence, qui sans doute ne veulent pas que ces préalables, même un parmi eux, soit respecté, soit accepté. Quand c'est comme ça, ça ne peut pas bouger. Nous entendons des choses. Des fois, le président de la transition lui-même peut s'avérer, se montrer accessible à certaines choses, mais après, il se voit influencé par ces extrêmes, ces positions extrêmes autour de lui. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il s'affranchisse des extrémistes autour de lui, qu'ils se libèrent de leur poids et de leur influence négative, avec tous les risques que cela peut comporter, pour prendre les décisions qu'il faille, donner les directives qu'il faut pour que le Premier ministre se sente fort dans le cadre de dialogue et qu'il prenne des décisions. Et si on continue à prendre le contre-pied de certaines démarches du Premier ministre, comme on l'a vu récemment, si certains continuent à aller dans l'espace public pour dire non, il n'y a pas de préalable possible, il n'y a pas de cadre de dialogue parallèle à ce qui existe déjà, je pense que tout cela reste rédhibitoire à l'avancée que nous espérons justement de ces négociations. Bien dit, Mamadou Ouri. Voilà. Talibé Barry, sur cette rencontre, que peut-on en retenir? Que le Premier ministre revienne aux religieux forces vives brédouilles. Est-ce que cela s'explique par les difficultés qu'il a à faire admettre, à faire accepter certaines concessions? Est-ce que... Très bonne question, Talibé. Est-ce que l'une des concessions qu'il n'arrive pas à obtenir, c'est celle de la libération, en tout cas, ou de l'accélération des dossiers judiciaires, notamment la levée du contrôle judiciaire des 9 responsables, mais aussi la libération de Fonike Mangué et compagnie? Est-ce que l'obstacle à cela, c'est Charles White qui serait à cheval sur la non-immixtion du politique dans le judiciaire? Est-ce que cette position de Charles White, si elle est confirmée, elle ne dépend que de la seule volonté de ce Charles White, ou bien les extrémistes du CNRD veulent en faire l'obstacle justement à la résolution de ces questions en se servant de Charles White pour que la question de la non-émission du judiciaire dans le politique ou bien du politique dans le judiciaire soit avancée comme argument au refus de tout à ces forces vives-là? C'est des questions à se poser à Boubacar. Toujours est-il que ce Premier ministre-là... Là, je pense que vous venez de toucher au nœud gordien de la question. Le nœud gordien de la question, c'est la justice. Dans votre intro, vous décrivez un Premier ministre, en tout cas, qui a le cœur sur la main, qui semble ouvert, mais qui, lui-même aujourd'hui, semble affaibli, semble même sur un siège éjectable, parce qu'on décrit des relations absolument exécrables entre lui et certains enfants chéris du président au sein du CNRD de la transition et du gouvernement de transition. Tout cela, aujourd'hui, ne peut amener qu'à ça. Et la conséquence, Abakar, j'ai l'impression que sincèrement que le Premier ministre n'est pas suffisamment soutenu dans cette médiation par son Abakar, équipe, par le gouvernement. Abakar, il n'y a jamais un 102. Béa est parti pour ça. J'ai même entendu cela, Talibé, dans une conversation. Voilà, il a dit qu'il peut le faire. Et on le laisse aller. On le laisse aller se brûler les ailes. Et voilà, il aura le même sort que Béa. Oui, je vous assure. Oui, c'est la chose qu'on entend. Béa est parti. C'est extrêmement grave. Béa est parti parce qu'il voulait un véritable dialogue. Le Premier ministre est en train de s'investir dans ce sens. Il s'en ira, les faucons l'avaleront, les faucons le boufferont cru. Il s'en ira. Ceux qui ont, où sont ceux qu'on a vus et qui ont milité pour l'arrivée de Gomou à la primature. Parce qu'on a vu par exemple, lors de la rencontre que le Premier ministre Béa avait eu à l'époque au forcing
vous vous rappelez, Ouais. où les forces vives ont été Ouais. présentes. À l'hôtel Kaloum, ouais. À l'époque, on a vu d'un côté, dans Sakuruma, notre ami, de l'autre côté, Morikone. Ouais. Où sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils soutiennent vraiment ouais. le Premier ministre? Ouais, sincèrement, on ne sent pas ce soutien-là. On ne sent pas ce soutien-là. Autour du soldat Goumou, il semble être tout seul à se battre. Un général sans troupe, un général esselé. franchement. Et on apprend à Bakar, pour en terminer, que les forces vives pourraient décider de suspendre leur participation à ces négociations. Parce qu'on attend, selon nos informations, que leurs émissaires d'hier rendent compte aux différentes entités dont ils relèvent et que les leaders de ces différentes entités s'entretiennent pour prendre des décisions. Bien. Tout cela, on l'avait vu venir, on le disait. Merci. Le Premier ministre a été abandonné à lui-même. Et en ce moment, Diarra comprendra que les lignes n'ont pas bougé. On va y revenir dans la troisième partie. Mamadouri, on revient sur la rencontre d'hier entre le PM et les chefs religieux et les forces vives de Guinée. J'ai voulu en 2 minutes réagir, en 1 minute d'ailleurs, sur un passage du propos de Talibé tout à l'heure, quand il faisait référence à Charles White et en disant qu'il est à cheval justement sur la question de loi. Moi, je voulais dire qu'il faut faire un pas attention. On se trompe du statut de cette parenthèse politique que nous vivons aujourd'hui. Très à cheval sur la loi, alors que nous sommes en transition, pour moi, qui est en même temps une anomalie politique, Aboubacar. J'ai tendance, j'ai l'impression qu'on oublie ce facteur-là. Parce que, autrement, une transition politique, c'est du conventionnalisme politique. On a fait un coup d'État et on est arrivé dans une situation d'anomalie. On a suspendu la Constitution et on a mis en place une charte qui elle-même est la conséquence d'une sorte de ce que j'appelle ce conventionnalisme, parce que vous vous rappellerez, on a invité tous les acteurs majeurs de la vie politique, sociale et économique au palais pour que les gens donnent leur avis de ce qu'est notre société aujourd'hui et des solutions. Les gens ont fait des propositions, on a fait une charte. Bien. On y est convenu. Et on est convenu de beaucoup d'autres choses que le CNRD a essayé de mettre en place aujourd'hui. De la même façon, les questions judiciaires, les dossiers judiciaires peuvent faire l'objet justement de ces mêmes questions, bien sûr, de ce que j'appelle le conventionnalisme. Donc, ce que Charles peut considérer comme une sorte de loi ou intangible qu'on ne peut pas toucher, alors même que la norme supérieure juridique qui est la Constitution, elle est suspendue et que c'est une charte qui est en vigueur, je ne pense pas qu'il y ait de problème judiciaire qu'on ne peut résoudre par conventionnalisme dans une situation politique anormale. Bien, ce que je allez, merci Mamadouri. Allez-y, cabinet. Qu'est-ce qu'on peut retenir, voilà, pour faire simple, de cette rencontre? Est-ce que les lignes ont bougé? Est-ce que ce qui était de l'ordre de l'impossible hier va devenir possible si on en croit Monseigneur Jacques Boston? Mais on verra. Est-ce qu'il y a de quoi pavoiser à l'issue de la rencontre d'hier? Non, mais on verra dans les détails. Ce qui a effectivement bougé. Pour le moment, les jours à venir. Les jours à venir, pour le moment, ça reste un peu des intentions. J'ai comme l'impression. Maintenant, la difficulté du Premier ministre, c'est tout naturellement le fait de concilier une question éminemment politique et les questions judiciaires. Je disais récemment ici que ce qui embête d'ailleurs la CEDEAO et beaucoup d'autres institutions d'ailleurs, c'est justement le fait que vous avez des questions politiques qui sont adossées à celles judiciaires. Est-ce qu'il faut autant sacrifier le politique sous l'autel, et plutôt le judiciaire, la justice sous l'autel du politique? Ce choix-là, il est très difficile. Il est très difficile à faire. De mon point de vue, ce qui se passe, comme Aurélien l'a tantôt dit, parce qu'il faut faire dans le réalisme politique aujourd'hui. Il y a une crise qui est née. Et on se rend bien compte que autant on peut être fan de l'égalité, de la loi, et il y a des réponses politiques à apporter parce que ce sont des questions politiques, hautement et éminemment politiques. Donc, le Premier ministre n'a pas tous les leviers, ça c'est clair. Ouais, c'est très clair. Pas tous les leviers. Et vous voyez, on est par contre dans une disposition verticale du pouvoir. C'est-à-dire que le Premier ministre, il tient son pouvoir, sa domination du fait du président de la transition. Et le président de la transition est celui qui détient la clé de voûte de l'exécutif. Donc, quoi qu'on veuille nous dire, je pense, de manière assez basique, quand le colonel veut que ça bouge, ça va bouger. Ça bougera. Ça c'est clair. Très clair. Et là, quand Talibé questionnait tout à l'heure... Parce que ce qu'on attendait hier, c'est que le Premier ministre vienne plutôt à cette rencontre qui était annoncée comme une rencontre décisive. On attendait que le Premier ministre vienne avec quelque chose sur la table
quelque chose à mettre sur la table en termes d'éléments de réponse ou de début de réponse au préalable. Oui, ce ne fut pas le cas. Oui, ce ne fut pas le cas parce qu'il n'en a pas. Il n'en a pas. Il est obligé de naviguer. Naviguer. Ouais. C'est cela que il aurait demandé plus de temps, le temps de continuer à négocier à l'interne. Et là-dessus, je pense qu'il y a une autre concession que devraient faire les forces vives, c'est donner du temps au Premier ministre. Considérer que... jusqu'à quand, Aboubacar. Jusqu'à quand Aboubacar. En fait, vous savez, la question de temporalité, elle est certes importante. Mais nous sommes en face d'un problème épineux où vous avez, pour le cas du Premier ministre tout à l'heure, nous sommes en train de dire que le Premier ministre est volontariste, qu'il a bien envie de faire. Pour le moment, il le prouve. Il y a à considérer des éléments comme celui du fait que le Premier ministre est dans un ensemble où vous avez le CNRD, vous avez des membres du gouvernement, vous avez des intérêts divergents. D'aucuns ont intérêt aujourd'hui que la crise continue. D'aucuns ont intérêt que ce pouvoir-là se prolonge. Donc, c'est cette conciliation-là qui n'est pas facile. Il n'est pas facile et il faut du temps. Je pense que on ne dira pas. Donc ce que vous réclamez ou attendez des forces vives, c'est qu'elles accordent un peu plus de temps au Premier ministre. Oui, le Premier ministre en a demandé. Il faut croire à la bonne foi du Premier ministre. Ouais. Il y a quand même tout le mois saint de Ramadan pour cela, cabinet. Je pense à Boubacar. Et concrètement, qu'est-ce qui a été fait pour que... Oui, mais cabinet, quand même. Je me mets pas, je parle pas pour les forces vives, mais il y a quand même on peut pas leur faire un procès dans ce sens-là, de n'avoir pas accordé suffisamment de temps à ces religieux et au Premier ministre quand même, cabinet. Voilà. Je lisais ce week-end le bouquin de l'ambassadeur Saïd Unit. Il expliquait un peu les leviers sur lesquels il a agi en 2013 pour arriver à un accord politique. Mais je vous assure que ce n'est pas une mince affaire. Vous avez des intérêts en jeu. Ces intérêts-là sont importants. À l'interne, il faut les juguler, il faut les rapprocher. Ouais. Et vous pensez que c'est bien possible? Oui, je pense qu'en donnant un peu. Très bien. En fait, l'avantage, c'est que si on donne un tout petit peu de temps encore au Premier ministre, on saura effectivement où il y a le blocage et aussi les forces vives pourront avoir suffisamment d'éléments pour dire nous avons donné beaucoup de temps et voilà que la montagne a accouché d'une Merci cabinet. Voilà. Est-ce que vous êtes sur la même ligne? Est-ce que tu es sur la même... Oui, vous dites? Changer de coordinateur du cadre de dialogue. Eh bien, allez-y. Aboubacar. Vous pensez à qui? Non, peut-être que quelqu'un qui a une voix plus au chapitre que le Premier ministre, un membre du gouvernement plus fort, qui a l'écoute et qui a la sensibilité du colonel. Bien. Aboubacar, vous savez, je faisais partie de ces journalistes dans ce studio qui sont restés pessimistes quant à la volonté du gouvernement du CNRD à prendre en compte les préalables qui ont été posés par les forces vives dans le cadre des différentes rencontres. Un mois pendant lequel on a eu du mal à examiner quelques préalables qui ne sont pas, à mon avis, de la mer à boire. On s'est contenté des rencontres, des prises de photos, parce qu'en réalité, les lignes n'ont pas bougé, contrairement à ce qu'on nous faisait croire. Moi, j'ai dit, si on veut... J'ai l'impression qu'on est dans un scénario de poker mentir, si on veut aller à la résolution, notamment... Et qu'on est même en train de se mentir à soi-même. Je vous assure, j'ai dit ici qu'il faut l'implication du président de la transition. Il faut que le président de la transition ait la volonté et une volonté politique vraiment d'aller vers la résolution de cette crise. Parce que la conséquence, c'est qu'il y a aujourd'hui des actions aujourd'hui qu'il faut entreprendre pour le retour à l'ordre constitutionnel, des questions qu'il faille discuter avec les acteurs politiques, les acteurs majeurs, mais pour le moment, donc les dispositions ne sont pas prises. Donc, il faut que, donc, les conditions ne sont pas créées. Les conditions ne sont pas créées. Or, pour créer ces conditions, il faut aller à ce dialogue. Il faut passer par un dialogue. Et si ce cadre-là n'est pas mis en place, les conditions ne sont pas mises en place, ça veut dire qu'on pourrait aller vers un glissement de calendrier, ce que je ne souhaite pas. Mais pour le moment, les actions phares devant aboutir au retour à l'ordre constitutionnel, l'organisation des élections, la question du fichier, le référendum constitutionnel, tout ça a fait jusqu'à présent. Le compte à rebours a commencé depuis décembre 2022, mais jusqu'à présent, aucune de ces questions en réalité, on n'a aucune visibilité sur tout ça. Moi, je pense, pour terminer, Aboubacar, c'est vrai qu'il faut encore dire aux acteurs politiques
de patienter, de voir jusqu'où le Premier ministre peut aller dans sa démarche de volontarisme pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Mais sur le CNRD, à l'écoute de cette émission, c'est de voir qu'est-ce qui peut être fait rapidement. Parce que j'apprends qu'il y a une liste notamment de personnes qui doivent être graciées et qu'il y a des discussions autour de ça, notamment au niveau du ministère de la Justice. Et peut-être que c'est ce qui pourrait aujourd'hui retarder du fait qu'on n'a pas suffisamment de visibilité sur les préalables. Mais dans tous les sens, il faut qu'il y ait des concessions. Il faut qu'il y ait suffisamment de volonté pour qu'on puisse sortir de cette crise-là. De cette impasse. Plus de 2 mois, on est en train de tergiverger. Je ne souhaite pas la reprise des manifestations parce que vous savez très bien ce que ça coûte à l'État guinéen, ce que ça coûte aux Guinéens avec son corollaire de mort, de destruction de biens et tout ça. Donc je pense que les jours à venir, il faut rapidement se pencher sur ces questions-là. Entrer dans le vif du sujet. Ont suffisamment attendu. Et je ne souhaite pas, sincèrement, la reprise de ces manifestations dans ces conditions-là. Merci, Bassegui Yakoumba, pour en terminer. Avant mes hypothèses, Sun Tzu a dit « Gagner la guerre sans avoir croisé les fers, voilà le fin du fin. » Gagner la guerre sans croiser les fers, voilà le fin du fin. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le colonel Mamadi Doumbouya a eu le pouvoir sans avoir mouillé le maillot. Vous avez vu ceux qui ont brandi Alpha Condé comme un trophée? Est-ce que le colonel était là? Il a reçu le pouvoir dans un plateau d'or sans avoir mouillé le maillot. Alors, je pense que dans ce dialogue aussi, il réussira à être le victorieux sans avoir mouillé le maillot. Parce que gagner la guerre sans croiser les fers, c'est manipuler afin de gagner la guerre sans avoir été sur le terrain réellement. Bien. Sinon, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un Premier ministre, chef de gouvernement, constitutionnellement, vous allez me dire, ben, il est fou là, constitutionnellement chargé du dialogue social, comment est-ce qu'il peut être incapable d'avoir de quoi offrir dans un dialogue dont il est une partie fondamentale? Je ne pense pas que cela soit honnêtement conçu. Je pense qu'il y a de la manipulation. Mais gagner la guerre sans croiser les fers, c'est aussi du côté de l'opposition qui parviendra à démontrer que le gouvernement est d'une mauvaise volonté en ce qui concerne la construction d'un dialogue fructueux, apaisant, et un dialogue qui puisse rétablir la Guinée dans la dynamique du développement partagé. Mais gagner cette guerre-là sans croiser les fers, c'est également pour le peuple de Guinée qui comprendra qu'il faudra désacraliser les hommes religieux parce qu'ils sont incapables de nous amener vers un point de consensus. Et il faut leur ôter le peu de considération que vous avez pour eux, qu'il leur reste. C'est-à-dire que c'est ça, toutes les parties ont de quoi perdre. Mais je vais vous dire, pour terminer, Mamadi a un schéma qui est assez clair. Je vous avais dit ici au départ que Mamadi ne travaille pour personne, il travaille pour lui. En ce moment, Djeliba chantait partout, la gente est bonne, il faut l'encadrer, pititi patata. Je vous ai dit ici que Mamadi ne travaille pour aucun leader politique. Ceux qui ont applaudi pour lui, là, ceux qui l'ont aidé au coup d'État, ils ont fui. Ceux qui l'ont applaudi à l'interne et qui l'ont soutenu, ils sont en train de fuir encore. Parce que ceux-là aussi ont compris que c'est leur tour qui arrive. Qu'est-ce que je vais dire pour être simple? Pour clore, combat. On va trouver du temps. Mamadi a quelqu'un pour lui tirer les marrons du feu. Et ce quelqu'un-là s'appelle globalement les religieux. Et ceux-là vont traîner avec les forces vives. C'était le Ramadan, à la veille du Ramadan. L'analyse a conduit les forces vives à accepter à ce qu'il y ait des reports de manifestations. Bientôt, c'est le processus du pèlerinage. Les forces vives vont accepter à ce qu'on reporte. Et après, c'est les préparatifs de retour des pèlerins. Après les examens nationaux. Après, ce sont les examens. Après ce sont les grandes pluies. Et après, c'est la misère, la période de soudure et tout ce qui s'ensuit. Ces hommes religieux vont aider Mamadi
ajouter en cela le temps pour tirer les marrons du feu afin qu'il consolide ses bases arrière. Bien. Et c'est le peuple de Guinée et la Guinée qui perdent. Bien, Akoumba Diallo. Mirador, continue.